Bien, donc bonjour à tous et bienvenue à cette sixième séance du cours sur les structures de données persistantes. Alors aujourd'hui, on va faire un peu d'algèbre et on va utiliser quelques outils pour ajouter des fonctionnalités à des structures de données qu'on a déjà vues. Et alors la principale fonctionnalité donc, qui va nous occuper, c'est la navigation dans une structure, donc être capable de pointer sur une partie de la structure et puis de se déplacer à l'intérieur de la structure. Et ça apparaît sous plusieurs noms dans la littérature, contexte, zippers, index, et on essaiera de faire le lien entre tout ça. Mais avant de parler de navigation, je voulais vous parler d'une autre technique vaguement algébrique, qui est donc d'annoter des structures par des mesures à valeur dans des monoïdes. Alors ça a l'air très très technique quand c'est dit comme ça. En fait, c'est une généralisation d'une technique à laquelle j'ai déjà fait plusieurs fois allusion, donc il serait peut-être temps de vous la montrer. C'est d'annoter des arbres, en particulier des arbres binaires de recherche, par leur taille. Donc chaque nœud porte le nombre d'éléments du sous-arbre correspondant. Et alors ça peut servir à plein de choses. Bon, d'abord ça peut servir à équilibrer les arbres. Il y a des critères d'équilibrage, weight balancing, qui s'appuient sur les nombres d'éléments. Ça peut servir à déterminer rapidement la taille d'un arbre. Bien sûr, si tous les nœuds sont annotés par leur taille, la taille d'une racine, c'est la taille de l'arbre. Et du coup, on l'a en temps constant et non pas en temps linéaire, où il faut parcourir tout l'arbre pour compter les éléments. Et pour accéder aux éléments de l'arbre par rang. Alors, qu'est-ce que c'est le rang d'un élément? Donc, dans un arbre binaire de recherche, les éléments sont triés, d'accord? Ils apparaissent par ordre strictement croissant dans un parcours infixe gauche-droite. Et donc, si les éléments, c'est x0 jusqu'à xn-1, le rang de l'élément xi, c'est l'entier i, et xi, c'est l'élément au rang i. C'est juste sa position dans l'énumération ordonnée des éléments. Et c'est facile, une fois qu'on a donc annoté nos arbres, nos nœuds par leur taille, donc c'est la notation, c'est l'entier int qui est ajouté ici. Donc là, on a une fonction size qui est en temps constant, bien sûr, et conventionnellement, les feuilles sont de taille 0. Là, on a un smart constructor, un constructeur qui est équivalent au constructeur node, mais qui met à jour le champ taille, la taille d'un nœud étant la somme des tailles des deux sous-arbres plus 1, puisqu'on a un élément de plus. Et donc, je disais, la fonction rank, qui cherche x et renvoie son rang, au lieu juste de dire je l'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé, c'est une généralisation évidente de la recherche dichotomique, d'accord, puisque s'il faut chercher dans le sous-arbre gauche le rang de x, dans le sous-arbre gauche, ce sera le rang de x dans la séquence. Sinon, si x est égal à y, le rang de x, c'est la taille du sous-arbre gauche, d'accord, x apparaît juste après. Et sinon, il faut chercher dans le sous-arbre droit et décaler de size de L plus 1. Et symétriquement, à partir du rang i, on peut retrouver l'élément xi, donc on peut demander quel est le im, plus petit élément de la structure, à peu près. Et donc ça aussi, c'est une dichotomie, mais cette fois-ci sur l'index par rapport à la taille. Donc si l'index i, le rang i est égal à la taille du sous-arbre gauche, alors c'est l'élément x. S'il est strictement plus petit, on va chercher à gauche. Et s'il est strictement plus grand, on va chercher dans le sous-arbre droit en ayant décalé i. Bon. Voilà, donc on est en plus en positionnel grâce à ça. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que ça s'étend à d'autres annotations. Il n'y a pas que la taille des sous-arbres qui est utile. Et donc la généralisation proposée par Hintze et Patterson, d'ailleurs, dans le même article où ils introduisent les finger trees, dont on a parlé la semaine dernière. Donc la généralisation, c'est de dire qu'une annotation d'un arbre, c'est une mesure de ces éléments, la mesure étant à valeur dans un monoïde. Alors c'est quoi un monoïde? Rien de bien compliqué, c'est un type avec un opérateur plus, qui est associatif, donc de combinaison de deux éléments du monoïde, et un élément neutre marqué 0. Alors l'exemple typique de monoïde, c'est les chaînes de caractères. Le plus, c'est la concaténation
Le 0, c'est la chaîne vide. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'autre hypothèse. L'opérateur n'est pas forcément commutatif, il n'est pas forcément inversible, etc. Et une mesure, je vais être juste une fonction des éléments de l'arbre binaire vers mu, et qu'on étend de manière canonique en une fonction des arbres binaires dans mu, en disant que les feuilles ont pour mesure le 0 du monoïde, et qu'un E, XR, a pour mesure la mesure du sous-arbre gauche plus combiné avec la mesure de X, combiné avec la mesure de R, le sous-arbre droit. Et vous voyez que si vous faites 0 égale 0, plus égale le plus des entiers, et la mesure de chaque élément, c'est 1, alors vous retrouvez la mesure des tailles. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est mon premier exemple ici. Donc, pour mesurer la taille, mu, c'est le type int, équipé de l'addition usuelle, et chaque élément a pour mesure 1. Mais si vous avez un arbre de nombres, par exemple, d'entiers, et que vous voulez mesurer la somme des éléments des arbres, après tout, pourquoi pas, pour faire des moyennes ou des médianes, vous allez reprendre le monoïde des entiers positifs, mais maintenant, la mesure d'un élément, ça va être sa propre valeur. Alors, un autre monoïde, une autre mesure utile, c'est l'intervalle de variation des valeurs. Donc, pour chaque sous-arbre, avoir le min et le max des valeurs qui apparaissent dans l'arbre. À quoi ça peut servir? Déjà, pour les déterminer en temps constant, et non pas en log de n, comme on peut le faire dans un arbre binaire de recherche. Donc c'est quand même plus efficace, et on verra plus tard que ça va nous servir. Donc c'est quoi du coup le monoïde? Le monoïde, moralement, c'est le monoïde des intervalles, donc des paires de valeurs alpha, borne min, borne max. Il y a un cas particulier pour l'intervalle vide, donc c'est pour ça que j'ai mis option. Donc l'intervalle vide, c'est le 0 du monoïde, c'est known. La mesure d'un élément, c'est l'intervalle trivial, xx. Et l'addition de deux intervalles, c'est en fait c'est le plus petit intervalle qui contient les deux. Donc si un des intervalles est vide, c'est l'autre. Et s'ils sont tous les deux non vides, on prend le min des bornes inférieures, le max des bornes supérieures. D'accord? Et maintenant, si on annote avec ça, donc on a pour chaque nœud le plus petit et le plus grand des éléments qui apparaissent dans le sous-arbre. Alors, ce qu'on peut faire après, avec ces annotations, c'est du balayage et du découpage. Donc c'est toujours introduit par Hintze et Peterson. Donc, imaginez que vous ayez une séquence de valeurs, x0, xn-1, et donc le balayage, c'est à partir d'une certaine mesure m0, c'est en fait calculer les mesures successives. Donc M1 c'est M0 plus la mesure de X0, M2 c'est M1 plus la mesure de X1, et ainsi de suite. Donc comme vous le voyez ici, MI c'est M0 plus la mesure des I premiers éléments, pardon, et MI plus 1, vous y ajoutez la mesure de l'élément XI. Et voilà. Et encore une fois, si vous avez annoté les nœuds de votre arbre par des mesures, ça va pouvoir se calculer efficacement dans une descente le long de l'arbre. Et alors l'idée du balayage maintenant, c'est qu'on se donne un prédicat P qui dit oui ou non, un prédicat P sur les mesures qu'on a ici. Et en particulier, on cherche un élément où P passe de faux à vrai. D'accord. Donc P était faux de la mesure des I, le premier élément, et il est vrai de la mesure des I plus 1, premier élément. Alors est-ce que ce XI existe toujours? Alors un moyen de le garantir, c'est de dire que le prédicat est faux initialement, en M0, et qu'il est vrai en Mn, c'est-à-dire M0 plus la mesure de l'arbre tout entier. Donc ça peut être une précondition qui garantit l'existence du XI. Après, le XI n'est pas forcément unique, mais si on choisit bien son prédicat, il peut l'être. Et voilà. Et donc trouver ce XI, c'est scan, c'est le balayage. Et après, on peut aller plus loin, on peut faire un découpage, un split,
qui consiste à renvoyer non seulement xi, l'élément de la séquence qui fait basculer le prédicat, mais aussi L, la séquence de tous les éléments qui précèdent, et R, la séquence de tous les éléments qui suivent, de telle sorte que la séquence T initiale, c'est la concaténation de L, de xi et de R. Alors, un petit peu de camel. Donc là, je vous montre comment on peut implémenter ça pour des arbres binaires de recherche. Alors, juste pour frimer, donc il y a un peu de foncteurs et un peu de modules. Donc, on donne l'interface d'un monoïde, c'est un type T, avec une valeur 0 et un opérateur add. Et maintenant, on a besoin, pour nos éléments de la structure, de type T, on a besoin de savoir les comparer, on a besoin de savoir les mesurer, et la mesure, elle est à valeur dans un monoïde, donc on va aussi mettre le monoïde, en fait, dans la structure qui décrit les éléments. Et maintenant, on peut construire des arbres binaires de recherche comme un foncteur, donc un module qui est paramétré, qui pour toute structure de type ordonné et mesuré, vous donne aussi un type ordonné et mesuré, avec la même mesure, et toutes les opérations usuelles des arbres binaires de recherche. Et donc là, je vous montre juste l'opération qui nous intéresse, à savoir split. Donc le type T, donc c'est soit feuille, soit nœud portant une mesure, un sous-arbre gauche, un élément, un sous-arbre droit. Le seul problème de ce style, c'est que tous les types s'appellent T, mais vous allez vous y faire. La mesure, eh bien, c'est la notation portée par un nœud, ou bien 0 si c'est une feuille. Ça, c'est le smart constructor, donc pour construire les nœuds, qui calcule la mesure en additionnant donc les mesures de L, de X et de R. Et ça, c'est le fameux split. Et l'idée du split, c'est qu'on peut calculer donc rapidement M1, qui est la valeur, c'est la mesure quand on a inclus tout là sous arbre gauche, et puis M2, qui est la mesure où on a en plus inclus l'élément X. Et donc si le prédicat est vrai de M1, ça veut dire qu'on peut aller chercher dans le sous-arbre gauche, le découper et recombiner les morceaux pour avoir un sous-arbre droit plus gros. Ici, on peut vouloir rééquilibrer aussi, hein, mais j'ai voulu garder le code simple. En revanche, si P de M1 était faux et P de M2 est vrai, là on a trouvé notre point de basculement. D'accord, P a basculé entre avant X et après X, donc c'est bon, on peut renvoyer X, flanqué de L et de R. Et puis sinon, eh bien, il faut aller chercher et splitter dans R. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors, ça peut être utile pour les arbres binaires de recherche, mais c'est encore plus utile donc, pour des structures comme les finger trees, qu'on a vu la semaine dernière. Donc, bon, je ne vous montre pas le code qui implémente split, c'est un peu compliqué, parce que, si vous vous souvenez, il y a un type non régulier avec des nœuds et des chiffres. Bref, donc il y a beaucoup de types et ça déroule pas mal de code, mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a un split en temps logarithmique de la taille de la séquence, la séquence. Et du coup, si on utilise le monoïde des tailles, on obtient en fait l'accès direct au ième élément de la séquence. D'accord, en temps log de n. Donc c'est un peu comme on avait fait pour les arbres binaires de recherche. Et ça s'explique, les opérations s'expriment comme des cas particuliers de split. Essentiellement, on split sur le prédicat qui dit la taille courante, la taille qu'on a scannée jusqu'ici, est-elle inférieure ou égale à i ou strictement plus grande que i. Quand elle bascule de inférieur ou égal à strictement plus grand, c'est qu'on est passé sur le ième élément. D'accord. Et donc, c'est là qu'on s'arrête. Et donc ça permet d'implémenter le get. Ça permet aussi de changer la valeur du ième élément. D'accord. Cette fois-ci, on garde seulement les éléments précédents, les éléments suivants, et on les concatène. Rappelez-vous, on a une concaténation efficace sur les finger trees. Donc oui, si on les concatène juste, on a détruit le ième élément, et on peut aussi remettre une nouvelle valeur V entre L et R, ce qui revient à changer la ième valeur. Donc voilà, donc on a des opérations d'accès direct au ième élément. Alors, un peu moins évident, si on utilise le monoïde des intervalles, maintenant, on va obtenir une file de priorité min-max, c'est-à-dire qu'on peut accéder au plus petit, au plus grand élément. Pardon, oui.
donc comment est-ce qu'on fait ça? L'insertion, ça va être l'insertion à un bout de la liste, d'accord? Donc c'est en O de 1 amorti. Et pour l'accès au plus petit et au plus grand élément, on va utiliser un scan, un split, pardon, qui va nous le donner en temps log de n. Et pour ça, c'est quoi l'observation? Alors là, je vous ai montré le plus petit élément. Eh bien, on va déterminer donc la plus petite valeur et la plus grande valeur de l'arbre, ça c'est juste de la séquence, ça c'est juste sa mesure. Et donc le min, c'est la valeur à renvoyer, mais maintenant il faut construire le finger tree privé de cet élément min. Et pour ça, eh bien, on fait un split à la recherche d'une mesure, de la première mesure qui a comme borne min le min de toute la liste. D'accord ? Et on voit bien qu'au début, donc si on a scanné des valeurs qui sont toutes strictement plus grandes que le min, ben, l'intervalle il va avoir une borne inférieure strictement plus grande que le min, donc on ne l'a pas encore trouvé. Et puis dès que la borne inférieure de l'intervalle tombe à la valeur minimale de tout l'arbre, eh bien, c'est qu'on est passé sur un élément minimal, et qu'on va pouvoir tout simplement le supprimer, et donc juste concaténer les morceaux qui restent. Voilà. Donc, on a une file de priorité. Et alors, il y a une autre manière d'obtenir la file de priorité, tout en ayant aussi des opérations un peu genre ensemble ou multi-ensemble. C'est le monoïde de la dernière valeur. Alors, celui-là, il a l'air bizarre. Alors, il n'est vraiment pas commutatif. C'est celui qui, vous voyez, quand vous avez... donc, c'est soit 0, soit une valeur. Donc, la mesure de x, c'est x lui-même, bien sûr. Excusez-moi. Et lorsque vous combinez deux mesures, vous gardez la dernière. Et du coup, c'est quoi l'effet de ce truc-là? Donc conceptuellement, vous avez une liste. Pardon. Oui, donc le finger tree, c'est une liste. Et par convention, on peut dire on va garder la liste triée. D'accord ? Donc quand on insère, on va toujours insérer au bon endroit. Alors si c'était une liste toute bête, c'est possible, mais ça fait des recherches en temps linéaire pour savoir où insérer, puis pour savoir si un élément est là, etc. Maintenant, on a un finger tree, donc on a toute une superstructure avec des arbres, mais ce sont des arbres qui portent leur valeur aux feuilles. Et donc, si on n'a rien au nœud, on ne peut pas vraiment faire de recherche dichotomique, d'accord ? Même si les feuilles sont strictement triées par ordre strictement croissant, ça ne nous aide toujours pas à faire une recherche dichotomique. D'où la notation par la dernière valeur. Si on annote chaque sous-arbre par sa valeur la plus à droite, c'est-à-dire en l'occurrence son max, eh bien on a retrouvé suffisamment d'infos pour faire une recherche dichotomique. D'accord ? Voilà, c'est ça l'intuition. Et du coup, en faisant split, c'est split qui va nous implémenter cette recherche dichotomique, et avec laquelle on va pouvoir faire l'insertion, la suppression, la recherche, est-ce qu'un élément est présent ou pas, le tout en temps log de n. Et maintenant, vu que notre liste est toujours en ordre croissant, head et tail nous donnent l'accès au plus petit élément, la suppression du plus petit élément, last et take nous donnent le plus grand élément, donc on a aussi les opérations de la file d'attente. Voilà. On a un dictionnaire, on a un ensemble et une file d'attente. Et les opérations, là, sont O de 1 amorties. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur ces mécanismes d'annotation. Maintenant, passons donc au sujet principal du cours, qui est la navigation dans une structure. Et je vais commencer par l'exemple du tableau troué, le one-hole buffer, donc c'est une structure de données utilisée par certains éditeurs de texte, Emacs, je crois en particulier. Et donc c'est une représentation très simple du texte en cours d'édition, par un tableau de caractères, qui est plus grand que le texte à éditer. Et le texte, il est stocké en 2 morceaux. Donc le premier morceau contigu, donc, qui est au début du tableau, donc lorem ip, et puis le deuxième morceau contigu, il est stocké tout à la fin, sum dolor, et l'espace vide au milieu, c'est le trou, et c'est là où est le curseur d'édition. Alors, petit exemple. Donc là, je vais vous montrer à la fois le buffer à trous, le tableau ici, et ce que vous pourriez voir dans une fenêtre d'édition typique avec le curseur. D'accord ?
Donc je charge un fichier qui contient 5 caractères ABCDE, donc je le mets au début du tableau, et du coup, le curseur, il est juste après le dernier caractère. D'accord ? Maintenant, je me déplace. Je recule d'un caractère, flèche vers la gauche, et du coup, ce caractère E est copié et mis tout à la fin du tableau. Et puis, et maintenant, donc, le trou, il est entre A, B, C, D et E, puis je recule encore. Maintenant, c'est D qui est copié, qui est déplacé, puis une troisième fois, c'est C qui est déplacé. Et donc, je me retrouve avec AB, le curseur d'édition, CDE. D'accord ? Bon. Maintenant, j'appuie sur la touche backspace, suppression arrière, et ça, ça revient à effacer le dernier élément de la partie qui est à gauche dans le tableau. D'accord ? Et du coup, le curseur reste avant C, et c'est maintenant après A. Maintenant, si j'insère des caractères, ils vont s'insérer naturellement à la fin de la première partie, donc X puis Y, et à chaque fois, l'insertion elle se fait juste derrière le curseur d'édition, donc le curseur avance. D'accord ? On peut aussi faire des insertions devant le curseur, mais ce n'est pas naturel du tout. Et puis, là, je peux faire une suppression en avant, donc ça, maintenant, c'est la touche Delete, ou CTRL-D en Emacs. Et là, c'est le premier élément de la deuxième partie du buffer qui disparaît. Et puis, je peux sauter au début du texte, et là, je recopie tout le texte pour le mettre à la fin, et c'est la première partie qui est vide. Bon. Donc voilà comment on peut très facilement implémenter les opérations d'édition sur un buffer à trous. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette structure, c'est le coût des opérations d'édition, car il est strictement proportionnel à la distance entre la position courante du curseur et le point où l'opération doit avoir lieu. Donc, si vous opérez juste à côté du curseur, comme de l'insertion, de la suppression, vous êtes en temps constant. Si vous avancez ou reculez de D caractères, vous êtes en temps proportionnel à D, puisqu'il faut copier D caractères d'une partie du tableau à l'autre partie. Et les seules opérations vraiment coûteuses, qui sont en haut de n, où n est la taille du texte, c'est sauter au début ou à la fin. Voilà, donc si vous voulez tester Emacs, vous faites sauter du début à la fin, escape inférieur, escape supérieur, escape inférieur, escape supérieur, c'est là qu'il va travailler le plus. Bon. Alors oui, bien sûr, comme c'est un tableau, il faut le redimensionner de temps en temps, mais comme on a vu, c'est un coût amorti constant, donc ça ne change pas vraiment l'analyse. Alors, est-ce que c'est spécifique au tableau, cette approche ? Non, pas du tout. On peut faire la même chose avec des listes à trous. En fait, c'est juste maintenant qu'on va avoir deux listes, et des listes purement fonctionnelles, hein, pas besoin de modification en place. On va juste avoir deux listes, une liste arrière et une liste avant. Le point d'insertion est entre les deux listes. La liste avant est à lire, la tête de la liste, c'est le caractère le plus proche du trou, puis, et on avance ainsi vers la droite. La liste arrière, elle va dans le sens inverse. Le premier élément, c'est le caractère le plus proche du trou, et on recule jusqu'au début du texte. Et toutes les opérations d'édition s'expriment très simplement par des transferts entre ces deux listes. Oui, juste pour vous rappeler, au troisième cours, on avait vu des files d'attente avec deux listes, mais elles allaient justement dans l'autre ordre. D'accord ? La liste arrière et la liste avant allaient dans l'autre ordre. Donc, comment est-ce quelques exemples de manipulation, par exemple, détruire le caractère qui suit le trou, qui suit le curseur, c'est faire tail sur la partie avant de la liste. Détruire le caractère qui est avant le curseur, c'est faire tail sur la partie arrière. Avancer d'un cran vers l'avant, c'est faire passer la tête de la liste avant en tête de la liste arrière. D'accord ? C'est prendre le caractère et le remettre derrière nous. Et reculer, c'est l'inverse, c'est prendre la tête de la liste arrière et la mettre devant nous. Et donc les seules opérations pas en temps constant là-dedans, c'est effectivement sauter au début ou sauter à la fin, qui sont des renversements et concaténations de listes. Alors l'étape suivante, bien sûr, ça va être des arbres. Maintenant, on a une structure arborescente, et on a envie de pouvoir naviguer dedans.
Alors le déplacement dans un arbre, c'est un peu plus délicat. On pourrait se dire, on veut juste le déplacer de feuille en feuille. Mais c'est pas une opération élémentaire de sauter d'une feuille à la prochaine feuille. Et par ailleurs, on peut aussi, si on pense à, par exemple, un éditeur syntaxique pour des programmes, donc un éditeur qui connaît la structure d'arbre de syntaxe abstraite, on peut dire le curseur, ça peut être non seulement une feuille, donc quelque chose qui ne contient pas d'infos, mais ça peut être un sous-arbre en général. Donc voilà, donc on veut naviguer de sous-arbre à partir d'un sous-arbre, et pour d'autres sous-arbres, les opérations de base, typiquement, c'est descendre dans des sous-arbres de l'arbre, un des enfants du sous-arbre. Et donc là, le curseur que j'ai essayé de marquer par ce groupe AV ici va se retrouver soit sur le sous-arbre gauche, soit sur le sous-arbre droit, ou bien c'est remonté, et auquel cas on place le curseur sur le nœud parent du sous-arbre courant. Et donc, on a cette représentation sous forme d'un sous-arbre, qui est le curseur, et d'un arbre troué, qui va être le reste de l'arbre, que j'ai essayé de dessiner ici. Alors, c'est quoi un arbre troué ? Ceux d'entre vous qui ont fait un peu de sémantique opérationnelle ou de réécriture, donc tous les domaines où on manipule des termes et des algèbres de termes, vous avez la réponse, c'est ce qu'on appelle un contexte. Donc un contexte est un terme avec un trou qu'on note généralement par un carré comme ça. Et par exemple, pour les arbres binaires, c'est quoi ? C'est un arbre où une feuille est distinguée. Une feuille est remplacée, est marquée comme étant un trou. Alors c'est important, au moins les contextes que nous on va regarder, il n'y a qu'un seul trou. Donc c'est des contextes linéaires. Et donc, si on parle des arbres binaires, le type des contextes, donc, c'est des arbres qui ont un trou, nommé hole. Donc ça peut être, le cas de base, c'est un contexte, c'est le trou, ou bien c'est un nœud, et le contexte est dans le sous-arbre gauche. Donc à gauche, on a un contexte, et à droite, on a un arbre normal, puisque si le trou est à gauche, il n'est pas à droite. D'accord ? Donc à droite, c'est un arbre normal. Ou bien c'est un nœud où le contexte, le trou, est à droite, et à gauche, on a un arbre normal. Et l'opération principale sur un contexte, c'est le remplissage. Donc C crocheté, ça consiste à prendre le contexte C, remplacer le trou par le terme T, et ça nous redonne un terme sans trou. Et donc, récursivement, ça s'exprime comme ça. Mais le problème des contextes, c'est que ce n'est pas très utilisable pour la navigation, pas très commode ni très efficace pour la navigation. On peut naviguer sur des paires contextes sous arbre. Par exemple, ici, je vous montre la navigation down left, donc qui consiste à se focaliser sur le sous-arbre gauche de T. Mais les déplacements ne sont pas en temps constant parce que il faut parcourir le contexte jusqu'à tomber sur le trou. Alors si le contexte c'est le trou et T c'est bien un nœud, alors c'est facile. On renvoie un contexte qui nous dit que le trou est à gauche, et puis l'arbre L. Mais dans les autres cas, il faut descendre récursivement dans le sous-contexte C et modifier, ainsi que l'arbre T, et reconstruire un contexte node left ou node right. Donc on est en temps linéaire en la profondeur de l'arbre, enfin du contexte, très exactement. Et puis ce code n'est pas très joli. Mais en fait, on aurait eu la même inefficacité dans l'exemple des listes trouées si on avait représenté la liste arrière dans le mauvais sens. C'est-à-dire si on avait représenté la liste arrière comme allant du premier caractère au dernier, en ordre gauche-droite. Là aussi, opérer sur la fin de la liste arrière, ça aurait été coûteux. Et donc, ce qui nous a sauvés, c'est que la liste arrière, qui est un peu l'équivalent du contexte, ici, allait dans ce sens-là. Elle commençait par le trou. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est un contexte d'arbre, mais renversé, avec le trou en haut. Et ça, ce sont donc les zippers, introduits par Gérard Wett dans un article en 1997. Je suis très fier d'avoir Gérard dans la salle d'aujourd'hui. Merci. Donc, qu'on peut voir comme une représentation inversée des contextes. Donc, le premier constructeur du zipper, il est au contact du trou, et le dernier, une fois qu'on l'aura parcouru complètement, ce sera la racine de l'arbre, qu'on va noter top.
Et donc pour les arbres binaires, c'est quoi un zipper? Donc ça peut être top, qui dit ben, ça y est, on est arrivé tout en haut. Ça peut être left off, qui dit bon, le trou, on arrive à gauche d'un nœud qui porte la valeur x, un sous-arbre droit R, et qui continue en remontant avec le sous-zipper Z. Ou bien right off, qui dit ben, on arrive à droite d'un nœud qui porte x comme valeur, un sous-arbre gauche L, et un zipper Z qui décrit ce qu'il y a au-dessus. Et alors une autre manière de voir ça, ben, c'est si on regarde donc le même contexte, représenté comme un contexte ou comme un zipper. Donc comme un contexte, on commence par le sommet et on descend le long de la branche qui mène au trou. Donc ce qui nous donne cette représentation ici, on va à gauche, on va à gauche, on va à droite, on tombe sur le trou. Et le zipper, c'est l'inverse, on part du trou et on remonte. Donc on va un coup à droite, non, me serais-je trompé? Ah oui, on arrive par la droite, excusez-moi, on arrive par la droite de B, ensuite on arrive sur D par la gauche, ensuite on arrive sur F par la gauche, et puis on a fini. Voilà. Alors, de même que l'opération de base sur les contextes, donc c'est remplacer le trou par un terme, l'opération principale sur les zippers, c'est l'équivalent sur les zippers, en fait, c'est l'application d'un zipper à un terme qui reconstruit donc le terme complet en plaçant le terme T dans le zipper Z. Et alors c'est encore une de ces fonctions récursives toutes simples, mais donc si on est déjà au sommet, c'est le terme T. Si on arrive par la gauche sur un nœud, alors on reconstruit ce nœud avec T comme sous-arbre gauche, et puis on applique récursivement le zipper Z', et même chose pour la droite, mais cette fois-ci, T est placé dans le nœud droit. Et un truc à noter, c'est que là, on est en récursion terminale, d'accord, alors que pour les contextes, évidemment, on n'était pas en récursion terminale, puisqu'il parcourt dans le sens inverse. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les zippers, les déplacements élémentaires sont en temps constant et faciles à écrire. Donc ça, c'est le down left, donc focalisé sur le sous-arbre gauche de l'arbre T, et ça se fait en focalisant donc sur L et en rajoutant en tête du zipper le fait qu'on arrive par la gauche sur un nœud qui porte X et un sous-arbre droit R et le reste du zipper Z. Descendre vers la droite, focaliser sur le sous-arbre droit, c'est pareil. On rajoute un constructeur au zipper, un constructeur right-off. Et maintenant, un déplacement vers le haut, cette fois-ci, on filtre sur le zipper. Et si on arrivait par la gauche, alors on reconstruit le nœud avec TXR et on passe sur le zipper Z'. Et si on arrivait par la droite, on reconstruit un nœud aussi, mais cette fois-ci avec T à droite, et on continue avec Z'. Et en fait, une autre manière de voir l'application de contexte, c'est en fait de faire un up itéré jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. D'accord. Mais on peut aller plus loin. On peut faire d'autres choses avec les zippers. On peut en particulier s'en servir pour représenter la recherche dichotomique dans un arbre binaire de recherche. Vous savez, dans les présentations plutôt impératives de ces algorithmes, on a tendance à dire, bon, pour insérer, on commence par faire la recherche de l'élément, et si on ne le trouve pas, alors l'endroit où on est arrivé par la recherche, c'est l'endroit où il faut insérer. Et ça, c'est le genre de raisonnement ou de présentation qu'on peut faire très naturellement avec un zipper. C'est-à-dire que la recherche d'un élément, c'est pas juste vous dire si l'élément est là ou pas, c'est vous donner un zipper et un sous-arbre qui désignent l'élément. Alors si l'élément n'est pas là, le sous-arbre, ça va être leaf, ça va être une feuille, mais le zipper vous dit exactement quel chemin dans l'arbre vous avez suivi. Et puis, si l'élément est là, bien sûr, ça va être un node qui porte l'élément. Et donc voilà, donc ce search ici, c'est juste une généralisation de la recherche dichotomique. Alors, on cherche uniquement dans le sous-arbre T. Hein. Le zipper Z, ici, sert juste à se souvenir d'où on vient. Donc, si T, c'est une feuille, ben, on s'arrête, on dit, voilà, feuille et zipper. Si T, c'est un nœud et qu'il porte la valeur qu'on cherche, alors on dit, ben, on s'arrête. Le résultat, c'est le nœud qui porte la valeur qu'on cherche avec le zipper courant. S'il est plus petit, on cherche à gauche,
en se rappelant dans le zipper qu'on vient de la gauche. Sauf que ce x, y, z me semble un peu bizarre. Et ça doit être x, r, z, je pense. Et sinon, on va chercher dans le sous-arbre droit en mémorisant dans le zipper le fait qu'on est parti vers la droite. Et du coup, si on est dans un point quelconque, un sous-arbre quelconque, désigné par T et Z, ben on peut remonter au sommet et puis faire la recherche de X. D'accord ? Ça permet de se déplacer n'importe où dans l'arbre. Et donc c'est en temps log de n si votre arbre est équilibré, puisque le zipper est de longueur logarithmique, donc l'application de z à t sera en temps logarithmique, et ensuite vous faites une recherche dans un arbre de taille n, donc c'est du log de n aussi. Alors on va voir plus loin qu'on peut faire un petit peu mieux. Et alors une application de cette idée, donc la recherche comme quelque chose qui vous donne un zipper, c'est une présentation fonctionnelle que j'aime bien, des arbres splay. Donc ça aussi, il fallait que je revienne dessus, parce que j'en avais déjà parlé en des termes assez mystérieux. Donc les arbres splay trees, donc introduits par Slater et Tarjan en 1985. Donc c'était une des deux structures un peu à l'origine de l'analyse amortie des structures de données. Donc ce sont des arbres binaires de recherche, mais qui n'ont aucun critère explicite d'équilibrage, et les nœuds ne portent aucune information servant à équilibrer, comme des hauteurs ou des poids, ou des couleurs, rouge, bleu, rouge, noir. Mais à chaque opération, y compris recherche et insertion, etc., l'élément X concerné va être ramené au sommet de l'arbre, par des rotations bien choisies, qu'on va voir tout de suite. Et l'effet de ces rotations, c'est aussi... Alors déjà, c'est utile si on va accéder plusieurs fois de suite à X, d'accord, on va le trouver tout de suite ensuite, donc ça va nous donner un peu de localité. Et puis surtout, les rotations ont pour effet de réduire progressivement les déséquilibres dans l'arbre. Ce qui fait que les opérations sont en temps log de n amorti, en fait, même si elles sont en temps O de n dans le pire cas. Et alors un exemple de pire cas, c'est un arbre complètement filiforme, A, B, C, D, E, et donc on va rechercher, disons, l'élément B, donc ça va prendre un temps O de n, mais ensuite on va le faire remonter à la racine de l'arbre, excusez-moi, par donc deux rotations. La rotation dite zig-zig et la rotation dite zig. Donc zig-zig, ça fait remonter de 2 crans. Donc B arrive ici, et il garde son sous-arbre gauche, mais il récupère C et D comme sous-arbre droit. Et puis là, comme on est à distance 1 du sommet, un seul coup de zig suffit pour nous mettre B tout en haut. Et vous voyez que donc, non seulement B est en haut, mais le déséquilibre de l'arbre a un petit peu diminué. Maintenant, il est de hauteur 4, avant il était de hauteur 5. Et donc, on sent bien que 2 ou 3 accès encore comme ça, et ça, il va devenir joliment équilibré. Et donc, pour mémoire, donc c'est ça les rotations des arbres splay. Donc, il y en a 3 que j'ai marqués ici, et 3 autres symétriques. Donc, ça, c'est les 3 qui représentent si on vient de la gauche. Et il y en a 3 qui représentent si on vient de la droite. Et en fait, donc, c'est des rotations qui sont déterminées par les positions relatives de l'élément qu'on veut remonter, du parent et du grand-parent. Et donc, par exemple, si l'élément est à gauche du parent qui est à gauche du grand-parent, alors il faut faire un zig-zig, qui est ici. En revanche, si l'élément est à droite du parent qui est à gauche du grand-parent, alors il faut faire un zigzag, que vous voyez là. Et puis, quand on arrive tout près de la racine, s'il n'y a plus de grands-parents, on va faire juste un zig. Et même chose si on arrive donc par la droite et par la droite, ou par la droite et par la gauche. Par la gauche et par la droite, pardon. Donc ça, c'est les 3 autres symétriques. Et en fait, ces rotations, ça s'exprime très bien par une remontée dans un zipper. Donc si vous avez votre recherche, qui vous a trouvé le sous-arbre et le zipper, qui est le chemin qui mène, eh bien, c'est question de savoir est-ce que je suis arrivé par la gauche de mon père et par la gauche de mon grand-père. Ça se voit, ça se lit sur le zipper. D'accord ? C'est les 2 constructeurs de tête du zipper qui vous le disent. D'où cette opération splay,
donc qui prend un sous-arbre, alors sous forme éclatée, arbre gauche, valeur arbre droit, et puis un zipper, et qui va vous renvoyer un arbre binaire équivalent à celui d'appliquer le zipper Z à cet arbre, sauf que X sera au sommet. D'accord ? Et il y aura les bonnes rotations qui ont été faites. Donc vous voyez ici, ça c'est le zig final à gauche, zig final à droite, zig-zig à gauche, zig-zig à droite, zigzag à gauche et zigzag droit. Et du coup, l'insertion dans un arbre splay, exactement comme elle est décrite dans les livres ou dans l'article original, c'est on recherche l'élément inséré. S'il n'est pas déjà là, on crée un nœud trivial avec l'élément dedans, et on le remonte au sommet par splaying. Et ben voilà, donc là on fait la recherche de X en partant du sommet. Si on n'a pas trouvé l'élément, alors on appelle splay avec le sous-arbre trivial, feuille X, feuille, et chemin Z'. Et si on l'a trouvé, on appelle splay avec le sous-arbre qu'on a trouvé, et Z', et ça va aussi avoir pour effet de remonter X à la racine. Voilà. Alors ce n'est pas la seule présentation fonctionnelle pure qu'on peut faire de ce code. Hein. C'est celle qui est la plus proche de l'article d'origine et peut-être la plus efficace. En revanche, on peut aussi faire la présentation sans zipper. Par exemple, c'est fait dans le livre de Nipkoff et co-auteur, Functional Algorithms Verified au chapitre 21. Voilà. Et oui, et alors maintenant, on va parler des liens avec la dérivation formelle. Donc déjà, regardons un peu plus la structure qu'ont ces objets, donc qu'ont les contextes ou qu'ont les zippers. Si on regarde bien dans les yeux le type des contextes et le type des zippers pour un type algébrique régulier, comme celui des arbres, on voit en fait que d'abord ces deux types ils sont isomorphes et qu'ils sont tous les deux isomorphes à une liste de delta. Un delta, c'est une espèce de modification élémentaire qu'on peut apporter à un arbre pour construire un arbre un petit peu plus grand. Donc pour un arbre binaire, il n'y a que deux deltas. Il y a le delta où on arrive par la gauche, et on va compléter par une valeur et un sous-arbre droit. Et le delta où on arrive par la droite, et on va compléter en ajoutant un sous-arbre gauche et un élément au sommet du nœud. D'accord ? Et maintenant, on voit bien, entre guillemets, donc pour le contexte, le trou, c'est la liste vide de delta. Il n'y a plus rien à changer. Le node left qui nous dit qu'on va vers la gauche pour aller vers le contexte, eh bien, on va dire OK, on va vers la gauche et on complétera avec X et R. Et puis voilà le reste du contexte. Et pour le node right, c'est pareil, sauf que maintenant on se souvient donc qu'il faudra compléter avec un delta de type right, de type droit. Mais on peut lire les zippers de la même manière, presque encore plus simple d'ailleurs. Top, c'est la liste vide de delta. Left off, c'est un delta qui nous dit left, qui nous dit il va falloir compléter le trou en le mettant à gauche d'un sous-arbre et puis continuer avec Z. Et right off, c'est encore une fois, il va falloir compléter le sous-arbre en le mettant à droite d'un nœud et continuer avec Z. Alors où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Oui, c'est que, en fait, la seule différence entre les zippers et les contextes, c'est l'ordre dans lequel on applique les deltas. D'accord ? Donc ça, c'est l'application d'un delta, c'est vraiment l'opération élémentaire. Étant donné un delta et un arbre T, comment est-ce qu'on construit un arbre avec juste un nœud de plus ? D'accord ? Et où T est soit sous arbre gauche, soit sous arbre droit, suivant ce que nous dit le delta. Et donc, remplir le trou d'un contexte, c'est récursivement donc, remplir le trou et appliquer le premier delta. D'accord ? Donc on rajoute un nœud tout en haut de l'arbre, lorsque la récursion remonte. Appliquer un zipper, c'est l'inverse, c'est on applique tout de suite le delta à l'arbre courant et on récurse sur le reste du zipper. Donc, pour un contexte, je récapitule, le premier delta correspond au sommet de l'arbre, la fin de la liste correspond au trou, le remplissage d'un contexte, c'est un fold right, d'accord, en terminologie opération sur les listes,
Et un zipper, c'est l'inverse. Le premier delta, c'est le voisinage du trou. La liste vide dit qu'on est arrivé au sommet. L'application d'un zipper, c'est un fold left de l'application app. Bon, et puis en plus, j'aurais dû le marquer sur le transparent si j'avais la place, ça nous donne des opérations génériques. Par exemple, étant donné un zipper, comment obtenir le contexte? Réponse, renverser la liste, liste.rev. Comment composer deux contextes? Concaténation de liste, de delta. Voilà. Bien. Mais c'est pas tout. Comment est-ce qu'on trouve maintenant ce fameux type des deltas? Eh bien, en fait, il y a une manière tout à fait systématique qui consiste encore une fois à regarder le type de données droit dans les yeux et à regarder ses constructeurs. Donc si on a un constructeur constant, comme leaf, il n'y a pas vraiment moyen de le combiner avec un sous-arbre pour obtenir un nouvel arbre, donc il n'est pas présent dans la liste des deltas. Et plus généralement, tout constructeur qui ne porte pas de sous-arbre, donc n'a pas d'argument de type alpha-tree, disparaît. Il n'y a pas de delta correspondant. En revanche, maintenant, si on a un constructeur comme Node, qui a n arguments, dont k qui sont le type défini récursivement, donc ici n égale 3 arguments et k égale 2 sous-arbres, alors ça va nous donner k constructeurs, 2 constructeurs, à n-1 arguments, et qu'on obtient en supprimant une des occurrences récursives du type. Donc notre constructeur Node, il devient left. Notre constructeur Node qui portait donc ces 3 arguments, il va devenir 2 constructeurs, l'un dans lequel on a rayé la première occurrence de alpha-tree, l'autre dans lequel on a rayé la deuxième. Et ça nous donne bien le left, avec le nœud et la valeur et le sous-arbre droit, ou right, avec le sous-arbre gauche et la valeur. D'accord? Bon. Et ça, en fait, c'est... Alors oui, donc ça, on va regarder un peu plus en détail ce que ça donne avec une algèbre de type plus simple, donc pas juste des types algébriques généraux avec n constructeurs portant k arguments, mais plutôt une algèbre de type très simple avec des constantes, alors 0, 1 et 2. 0, c'est le type vide. 1, c'est le type unit, à une valeur. 2, c'est avec le type bool, à 2 valeurs, true et false. Et puis on va avoir des variables de type, t, alpha, bêta, et on peut faire la somme et le produit de deux types. Donc le produit de deux types, c'est le type des paires de valeurs, et la somme, c'est ce qui est le type qui s'appelle either, je crois, en Camel, et peut-être même en Haskell aussi, qui est, donc soit c'est une valeur de type tau1, soit c'est une valeur de type tau2. Alors sur cette algèbre de type, on a même des isomorphismes. Donc par exemple, plus le produit et la somme sont commutatifs et associatifs. Une paire d'un int et d'une string, c'est isomorphe à une paire d'une string et d'un int. D'accord ? C'est juste deux choix de représentation différents pour les mêmes ensembles, deux choix de représentation différents. Et de plus, si vous faites la somme du type vide avec un type tau, c'est isomorphe au type tau, puisque vous ne pourrez jamais être dans le cas gauche. Si vous faites le produit du type vide avec un type tau, c'est le type vide, parce qu'il n'y a aucune valeur de ce type produit. Si vous faites le produit de type unité avec un type tau, c'est la même chose que tau, isomorphe à tau, puisque la première valeur de la paire est uniquement déterminée. Et si vous faites le produit de 2, c'est-à-dire les booléens avec tau, c'est la même chose qu'une somme tau plus tau. Le booléen vous dit si vous êtes à gauche ou à droite, si vous êtes dans le premier cas ou dans le deuxième cas de la somme. Bon, donc voilà une petite algèbre de type bien sympathique. Et maintenant, pour revenir à notre type algébrique régulier, c'est quoi ? On peut voir ça comme un point fixe. Muté.tau, donc t c'est une variable, c'est un peu comme quand on écrit type t égale tau et qu'il y a des occurrences de t dans tau, d'accord ? Par exemple, muté 1 plus t, c'est comme type t égale 0 ou suc of t, d'accord ? Donc c'est les entiers de Peano. Muté 1 plus alpha croix t, où alpha est un paramètre de type, ça c'est les listes de alpha. C'est la même chose que nil ou cons of alpha croix alpha list. D'accord ? Donc c'est les listes d'alpha. Pour un arbre binaire avec des alphas aux feuilles, ça va être le point fixe de alpha plus t croix t. Donc ça, c'est le cas feuille, leaf, portant une valeur de type alpha. Ça, c'est le cas nœud, node, portant deux sous-arbres, t croix t.
Ça, c'est les arbres binaires avec des alphas au nœud. Donc maintenant, le cas feuille, leaf, c'est juste unité. Et le cas nœud, en revanche, c'est un triplet d'un sous-arbre gauche, d'une valeur alpha, d'un sous-arbre droit. Là, c'est les arbres 2, 3 avec des alphas aux feuilles, chose qui nous ont beaucoup servi pour les finger trees. Donc c'est soit un alpha, soit une paire de T, soit un triplet de T. Bon, etc., etc. Et maintenant, donc c'est quoi le type des deltas pour un tel type algébrique régulier? Eh bien, c'est juste la dérivée formelle du type tau par rapport à sa variable t. Alors, donc ça a été observé par Conor McBride en 2001 dans un petit texte qui est remarquable à deux titres. D'abord parce que son titre est un résumé parfait du contenu. La dérivée d'un type régulier est le type de ses contextes à un trou. Voilà, c'est le contenu de l'article. Et parce que aussi il n'a jamais été publié formellement, alors que c'est un article absolument célèbre et que tout le monde cite. Bon. Voilà, et donc ce que dit McBride, ce qu'observe McBride, c'est que donc on peut, enfin en des termes légèrement différents, hein, c'est qu'on peut donc retrouver le type des contextes, et en particulier donc le type des deltas, dans le cas où le contexte est une liste de deltas, en faisant une dérivée formelle du type tau par rapport à la variable t. Alors dérivée formelle, c'est juste on applique les mêmes règles que celles qu'on a apprises au lycée pour les fonctions. D'accord ? On a appris à dériver ce que c'est que la dérivée d'une constante, d'une variable, d'une somme et d'un produit. Et bien on va faire exactement la même chose. La dérivée d'un type constant, comme 0, 1 ou 2, c'est 0, c'est-à-dire le type vide. La dérivée de la variable de type t par rapport à elle-même, c'est le type unité, 1. La dérivée d'une autre variable de type, c'est 0. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et la dérivée d'un produit, tau1 croix tau2, c'est la dérivée de tau1 croix tau2, et plus t1 croix la dérivée de tau2. Et alors pourquoi on retrouve en fait, pourquoi ça correspond au type des deltas d'une certaine manière? Ben, par exemple, c'est quoi un delta sur un type somme? D'accord, ben c'est soit un delta donc, qui vous explique comment, à partir d'une valeur du type tau1, construire une valeur un peu plus grande, et puis injecter ça dans le type tau1 plus tau2, donc ça c'est delta t tau1, et, ou bien une valeur un delta qui vous dit comment augmenter une valeur de type tau2 par un delta tau2 pour obtenir un tau2 et l'injecter dans la somme. Et puis pour les produits, encore une fois, comment est-ce qu'on augmente un produit? On peut choisir d'augmenter la première composante ou la deuxième composante. Augmenter la première composante, c'est à l'aide d'un delta sur tau1, et puis la deuxième composante est inchangée. Augmenter une paire sur le deuxième élément, donc c'est avoir un delta sur tau2 et le combiner avec une valeur de type tau1. Bon. J'agite un peu les mains, mais maintenant je vous montre que ça marche sur des exemples, c'est aussi plus convaincant. Donc reprenons nos exemples de type de tout à l'heure. Donc les entiers de Peano, mu t 1 plus t. Donc si on dérive 1 plus t, donc c'est une somme, on dérive 1, ça nous donne 0, on dérive t, ça nous donne 1, 0 plus 1, c'est 1. Et donc le type des deltas pour les entiers de Peano, c'est le type unit. Il n'y a qu'un delta, il est trivial, et le fait est qu'il n'y a qu'un moyen de prendre un entier de Peano et de l'augmenter, c'est d'appliquer le constructeur suc. D'accord. Pour les listes, une liste de alpha, donc l'opérateur dont on prend le point fixe, c'est 1 plus alpha croix t, on dérive, 1 ça devient 0, alpha croix t ça devient une somme, là j'ai dérivé alpha, ça m'a donné 0, et j'ai gardé t, donc 0 croix t. Là, j'ai dérivé t, ça m'a donné 1, et j'ai gardé alpha. Maintenant, je simplifie, 0 plus, ça disparaît, 0 fois, ça disparaît. Alpha croix 1, c'est 1, donc le delta, c'est alpha. Et effectivement, si vous avez une liste, comment l'augmenter? C'est en ajoutant un élément en tête, et un élément, c'est une valeur de type alpha. Les arbres binaires, avec des alphas aux feuilles, alpha plus t croix t, je dérive par rapport à t, 0 pour alpha, 1 croix t plus t croix 1, ça c'est la dérivée de t croix t. Je simplifie un peu, ça me donne t plus t, ou bien 2 croix t.
Et alpha plus t au carré, la dérivée, c'est bien 2t. Il n'y a pas à dire. Hein. Et qu'est-ce que c'est ce 2t ou ce t plus t? Alors t plus t, ça veut dire qu'il y a deux deltas possibles. Il y en a un qui vous dit c'est un arbre, mais d'un côté, et l'autre c'est un arbre, mais de l'autre côté. Donc c'est le left-off et le right-off qu'on a vu tout à l'heure. L'autre, c'est un booléen et un arbre. Donc c'est un arbre que vous allez insérer soit à gauche, soit à droite, suivant la valeur du booléen. Bon. Maintenant, nos arbres binaires favoris, ceux qui ont des feuilles sans info et des alpha au nœud. Donc c'est 1 plus t croix alpha croix t, donc je dérive. Donc, je vous ai sauté quelques étapes intermédiaires parce que maintenant vous êtes grand. Et donc c'est alpha croix t plus t croix alpha, ou bien 2 fois alpha fois t. Et donc ça veut dire que le delta, c'est soit un alpha et un arbre, une valeur et un sous-arbre, ou bien un sous-arbre et une valeur, suivant qu'on arrive à gauche ou à droite. Et ça, de même, c'est un booléen qui vous dit si on arrive à gauche ou à droite, une valeur qui ira au sommet du nœud, et un sous-arbre qui ira de l'autre côté. Voilà. Donc ça marche, c'est magnifique. Et je ne vais pas essayer de vous le justifier formellement davantage. Si on veut vraiment comprendre pourquoi, qu'est-ce que vient faire la dérivée là-dedans, donc il faut revenir assez loin sur c'est quoi une dérivée. Donc une dérivée, c'est une forme linéaire qui approxime une certaine fonction en un point de la meilleure manière possible. Et là, on a des fonctions qui sont un peu bizarres, d'accord, qui sont sur des arbres. Et donc, en fait, les premières explications vraiment sérieuses de ça, par exemple, c'est les travaux d'André Joyal, mais qui utilisent une grosse couche de théorie des catégories. Et puis, petit à petit, la théorie des catégories c'est un peu simplifié. Et donc, peut-être l'article qui fait le lien de la manière la plus claire, c'est celui-ci, donc de Abbott, Altenkirch, Ghani et McBride. Donc le lien formel entre dérivation et contexte. Et je vous rappelle quand même aussi la première note de McBride, qui est beaucoup plus facile à lire, où là non plus il n'y a pas vraiment de démonstration, il n'y a que des intuitions et des exemples. En revanche, il va plus loin que ce que je vous ai montré, parce qu'il traite aussi les types non réguliers et les GADT, pour lesquels les types des contextes, ce n'est pas juste des listes, c'est des listes un peu plus compliquées, avec un peu plus de structure. Voilà. Et donc, pour finir ce cours, maintenant, je voudrais faire le lien avec les index. Alors, les index, c'est ma traduction pour fingers, qui est un concept qui vient du monde de l'algorithmique traditionnelle, hein, pas des structures de données purement fonctionnelles. Donc, ça a été introduit par Guy Bass, McBride, Place et Roberts en 1977. Donc, l'idée, si vous avez une structure de données arborescente chaînée, vous pouvez pointer sur un sous-arbre, par exemple, c'est juste un pointeur, ou plus généralement sur un élément d'une structure de données ou une sous-structure. Et vous voulez maintenant avoir des opérations rapides quand elles portent sur les éléments proches de X. Alors, il y a une notion de distance, bien sûr, qu'il va falloir préciser, mais imaginons que votre structure de données, c'est essentiellement une séquence, une liste. D'accord ? Vous pouvez dire que la distance entre deux éléments, c'est le nombre d'éléments qui les séparent. D'accord ? Et ce qu'on voudrait, c'est que si une opération ordinaire sur la structure est en temps f de n, par exemple log de n, où n est la taille de la structure, on voudrait maintenant que l'opération avec l'index soit en temps f de d, log de d, où d est la distance par rapport à l'index. Du coup, si l'élément sur lequel on opère est proche de nous, ça va aller vite, et c'est seulement s'il est très très loin qu'on va obtenir le cas le pire, f de n. Et c'est un peu la même préoccupation que le buffer à trous de tout à l'heure. Bon. Alors, un exemple, c'est un tableau trié. Donc, il y a un index. Donc, un élément distingué, c'est juste un indice, i, par exemple, sur l'élément 7, ici. Et maintenant, je voudrais faire une recherche de l'élément 20, mais pas en faisant une recherche dichotomique toute bête. J'ai l'intuition que 20 est proche de mon index, donc je veux faire la recherche à partir de l'index. Alors, il y a un algorithme très joli et très simple, qui est d'abord d'essayer i plus 1, i plus 2, i plus 4, i plus 8, jusqu'à donc trouver une valeur qui est plus grande que la valeur recherchée, donc ici c'est 25, et donc j c'est i plus 8, si je ne m'abuse.
Et maintenant, je sais donc que ma valeur recherchée, elle est entre I et J, et donc je peux faire une recherche dichotomique entre I et J, d'accord, qui va m'amener sur 17, puis sur 21, et enfin j'ai trouvé 20. Et donc ce qui est joli là-dedans, c'est que... alors oui, là j'ai fait la recherche dans ce sens-là, parce que je sais que l'élément cherché est strictement plus grand que l'index. S'il était strictement plus petit, j'aurais fait, bien sûr, vers la gauche. Et donc ce qui est joli là-dedans, c'est qu'on est en temps log de J-I, donc J-I, c'est de l'ordre de log de D, la distance. Parce que, excusez-moi, J-I, c'est entre D et 2D. On ne va jamais trop loin dans cette recherche, première phase de recherche en avant. Donc J-I, c'est au plus 2D, donc on fait au plus D itérations pour trouver le bon J. Pardon, log de D itération pour trouver le bon J, et ensuite la recherche dichotomique usuelle entre I et J va prendre un temps log de J-I, bien sûr. Voilà, donc on est bien en log de D et non pas en log de N. Un autre exemple, maintenant, si au lieu d'un tableau trié, on a une liste doublement chaînée triée, alors le tableau c'est bien pour les recherches rapides, mais la liste c'est bien pour les insertions et les suppressions à proximité de l'index. Ah oui, alors l'index c'est quoi? C'est juste un pointeur sur une des cellules de la liste, d'accord, et on peut donc facilement détruire, insérer à gauche, insérer à droite, en temps constant. Et puis on peut faire des recherches à partir de l'index, alors qui vont être en temps linéaire, bien sûr, mais en temps linéaire en la distance. Par exemple, si on cherche 39, d'accord, on va le trouver seulement en deux étapes, alors que si on avait fait la recherche depuis le début, il aurait fallu beaucoup plus d'étapes. Voilà. Donc c'est pas mal, on a l'insertion autour de l'index en temps constant, la recherche en temps linéaire et en la distance. Et maintenant, on peut faire encore mieux, on peut avoir une recherche en temps logarithmique en la distance, en remplaçant la liste par une liste avec un peu plus de structure. Alors moi j'aime bien les skip lists par exemple, mais donc dans l'article de Guibas et co-auteur en 77, en fait il mettait une structure d'arbre équilibré, une structure de B-tree au-dessus de la liste. Bien. Et alors est-ce qu'en programmation purement fonctionnelle, est-ce qu'on peut faire pareil? Et la réponse est oui, plus ou moins, pardon. La réponse est relativement positive, mais pas complètement, et s'appuie sur les zippers. En particulier, si on n'a qu'un seul index par structure de données, c'est assez naturel de le représenter comme une paire d'un zipper et d'un sous-terme. Le sous-terme, c'est la valeur sur laquelle pointe l'index, et le zipper, c'est tout le reste de la structure. Et par exemple, donc pour une liste triée, on peut tout à fait la représenter par deux listes simplement chaînées non impératives, une liste arrière, une liste avant, toutes les deux triées, la liste avant par ordre croissant, la liste arrière par ordre décroissant. L'index, on peut dire que c'est la tête de la liste avant, ou la tête de la liste arrière, ou peut-être même le distinguer en ayant un élément distingué au milieu des deux listes, peu importe. Ce qui compte, c'est que pour rechercher un élément X au voisinage du trou, on va le chercher dans la liste avant, si elle est non vide et si l'élément est supérieur ou égal, donc à la tête de la liste avant, ou bien dans la liste arrière, si elle est non vide et l'élément est inférieur ou égal à la tête de la liste arrière. Et donc là aussi, on a des recherches en temps O de D, où D est la distance. D'accord, et ça s'exprime de manière purement fonctionnelle. Alors, est-ce qu'on peut faire un coup à la Guibas maintenant, c'est-à-dire réduire ce temps O de D en O de log de D, en utilisant des arbres? Alors, voyons voir ce qui se passe avec des arbres binaires de recherche. Donc un index, on va le représenter par une paire d'un sous-arbre et d'un zipper. Et maintenant, comment est-ce qu'on recherche un élément X au voisinage donc de ce sous-arbre, désigné par T et par Z? Alors il y a un premier choix, c'est est-ce qu'il faut aller chercher dans T, à l'intérieur du sous-arbre, ou bien est-ce qu'il faut se dire non, la valeur recherchée elle est ailleurs, donc elle est dans le zipper en fait. Et il va falloir remonter dans le zipper, et puis aller voir si on peut aller à gauche, à droite, ou continuer à remonter. Et on veut pouvoir décider en temps constant. Évidemment, on pourrait toujours aller chercher dans le sous-arbre, et puis si on échoue, on reprend la recherche dans le zipper, mais on va faire du log n, itérer log n fois, donc ça ne va pas être très bon. Mais on peut aller beaucoup plus vite, il suffit d'annoter chaque arbre par l'intervalle des valeurs qu'il contient,
comme on a vu au début du cours. Du coup, si la valeur cherchée x, elle est dans l'intervalle de l'arbre t, ben, on va chercher dans l'arbre t, puisqu'elle ne peut pas se trouver ailleurs. D'accord ? Et si la valeur x n'est pas dans l'intervalle, elle est strictement plus petite que le min ou strictement plus grande que le max, elle ne peut pas être dans t, elle est forcément dans le zipper. Donc voilà ce que ça donne. Donc un finger search, où cette fois-ci, donc on part de t et de z, et si x est dans l'intervalle porté par t, alors on fait la recherche à l'intérieur de t comme tout à l'heure, en mettant à jour le zipper. En revanche, sinon, ben, on va remonter dans z. Donc si on est déjà au sommet, a priori, il n'y a rien à faire, enfin, il n'y a rien à essayer à nouveau, donc soit on lève une exception en disant l'élément il n'est pas là, soit ben, on fait quand même une recherche afin de se positionner sur l'endroit où il devrait être. Et puis, si on était à gauche d'un nœud, eh bien, on va reconstituer le nœud en question, et puis ben, faire à nouveau la recherche. Donc, si maintenant on est dans le nœud, c'est bon, on va aller chercher dedans, ça va avoir essentiellement pour effet d'aller chercher dans R. Et sinon, ben, on va continuer à remonter. Et donc ça, c'est généralement plus efficace que ce que je vous avais proposé, qui était on commence par remonter tout au sommet, puis on fait une recherche traditionnelle, mais ce n'est pas en temps log de D garanti. Et ça, c'est la grosse déception. Donc des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas. Alors, un exemple où ça marche très bien, c'est si votre index, votre couple terme zipper, pointe sur le plus petit élément, x1, ou le plus grand élément de l'arbre binaire de recherche. Parce que à ce moment-là, donc supposons par exemple qu'on parte du min et qu'on cherche donc un élément à distance d, c'est-à-dire le dixième plus petit élément contenu dans l'arbre. Ben, l'observation, c'est que ben, on va remonter dans le zipper jusqu'à trouver un arbre qui contient à la fois x1 et xd, d'accord ? Et puis, on va faire une recherche dichotomique dedans. Et donc, pour remonter, cet arbre, ce sous-arbre, il contient de l'ordre de d éléments, peut-être 2d, enfin bref, on ne va pas chipoter. Et donc, sa hauteur est en log de d. Donc, on va remonter log de d, et puis on va faire une recherche en log de d. Donc, tout est en log de d, c'est très bien. L'exemple, le cas où ça ne marche pas du tout, c'est si votre index il pointe sur xm-1, ici, donc le plus grand élément du sous-arbre gauche de l'arbre, et vous voulez trouver xm plus 1, c'est-à-dire le plus petit élément du sous-arbre de droite. Ils sont à distance 2, et pourtant, vous êtes obligé de remonter jusqu'à la racine pour ensuite faire une recherche dichotomique qui va redescendre. Et donc, les deux faces sont en log de n. Vous voyez, c'est un peu comme, je ne sais pas, en train, où on est toujours obligé de passer par Paris pour aller de province en province. Là, on est dans un cas où vraiment on aimerait une ligne directe qui va de xm-1 à xm plus 1, et on est obligé de repasser par le sommet de l'arbre. Voilà. Et si vous êtes curieux, donc Guy Bass et les gens qui ont publié ensuite donc, sur les index évitent ce problème en rajoutant dans leur structure d'arbre des liens horizontaux, donc qui connectent des sous-arbres qui sont à la même hauteur. Mais ça, je ne sais pas comment faire avec une représentation purement fonctionnelle. Voilà. Bon. Mais tout n'est pas perdu, car il y a le cas min et le cas max qui fonctionnent très très bien, et ça c'est important. Et ça fonctionne même tellement bien qu'on peut envisager d'avoir deux index dans une structure. Alors en général, avec des zippers, ça ne marche pas. Mais si on veut avoir un index sur le plus petit élément et un index sur le plus grand élément d'un arbre binaire de recherche, ça peut marcher. L'idée, c'est donc on représente la branche la plus à gauche de l'arbre et la branche la plus à droite de l'arbre par des zippers. Donc on fait pointer ces deux branches de bas en haut, d'accord ? Et puis elles portent donc des nœuds et des sous-arbres, B, D, F. Donc ça peut se représenter très simplement. On peut typer un peu plus. Donc c'est pas des zippers quelconques, d'accord ? C'est des zippers toujours à gauche ou des zippers toujours à droite. Donc soit une liste de nœuds et de sous-arbres droits, soit une liste de sous-arbres gauche et de valeurs, pardon. Et du coup, un arbre binaire de recherche avec un index min et un index max, donc c'est soit vide, soit un nœud au sommet, avec la valeur au sommet,
un sous-arbre gauche représenté par un zipper gauche, un sous-arbre droit représenté par un zipper droit. Et donc ça nous donne un accès en temps constant au min et au max. Et là, juste pour vous convaincre qu'on n'a rien perdu, là, je vous montre comment reconstruire l'arbre d'origine à partir d'une telle représentation. C'est, encore une fois, deux fold left qui appliquent les zippers pour reconstruire un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. Donc ça se passe bien, et en particulier, ça permet de faire des recherches efficaces. Donc ça, c'est une simplification de la recherche avec zipper, avec finger, avec index que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a même pas besoin d'annoter les sous-arbres par leurs intervalles de variation, puisque là, les valeurs qu'on trouve le long du sous-arbre, le long du zipper suffisent à savoir quand est-ce qu'il faut descendre dans un sous-arbre ou quand est-ce qu'il faut continuer à remonter. Voilà. Et donc ça nous donne par exemple l'appartenance donc, en temps log de D, où D est la plus petite des distances au min ou des distances au max. D'accord. Donc si on est proche du min, on va être en temps très faible ou proche du max. Donc ça se passe très bien. Là où ça se passe un petit peu moins bien, c'est les rééquilibrages. Donc si on veut garder l'arbre équilibré. Tant que le rééquilibrage est local au sous-arbre gauche ou au sous-arbre droit, ça se passe relativement bien, parce qu'on reste à l'intérieur d'un même zipper. En revanche, là où ça devient très douloureux, c'est quand une rotation, un rééquilibrage fait passer des choses de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ici, par exemple, j'ai fait un rééquilibrage parce que le zipper gauche est vide, et vous voyez qu'il a fallu aller pêcher l'élément G et le sous-arbre F à la fin du zipper droit, et non pas au début, c'est-à-dire proche du trou. Et donc là, on regrette que le zipper soit représenté dans ce sens-là, parce qu'on est obligé d'opérer à la fin, et donc ça va donner des rotations en temps logarithmique et non plus constant. Bon. Voilà. Mais tout n'est pas perdu. Il y a un cas particulier où ça marche encore mieux, c'est cette fois-là si on est dans un arbre parfait. Dans un arbre où toutes les branches ont la même longueur, y compris le zipper gauche et le zipper droit, n'est-ce pas? Et ça donne une possibilité très intéressante de fusionner les deux zippers en un seul, essentiellement en lisant cet arbre par couche horizontale. Alors on commence par les deux trous, d'accord, qui représentent le min et le max. Ensuite, on a un constructeur qu'on va appeler more, un peu par analogie avec les finger trees, et dans lesquels on va mettre les nœuds A et I, ainsi que leurs sous-arbres B et H. Et puis, après, on va avoir une couche supplémentaire avec les nœuds C et G et leurs sous-arbres D et F. Et puis, on va arriver à la racine avec unit de E. D'accord ? Alors bien sûr, un arbre binaire parfait, c'est trop contraignant, mais on peut faire maintenant la même chose avec un arbre 2-3. D'accord ? Donc 2-3, toutes les branches sont de la même longueur, en revanche la flexibilité vient du nombre de nœuds. Et c'est exactement comme ça donc, que Hintze et Patterson introduisent, dérivent les finger trees. Donc finger trees, c'est un arbre 2-3 avec un index min et un index max. D'accord ? Et donc, il le décrit de manière extrêmement concise, et avec ces deux figures, il m'a fallu beaucoup de temps pour me les rentrer dans la tête, donc je vais essayer de partager ça avec vous. Donc, ils partent d'un arbre 2-3 avec des valeurs aux feuilles. Donc ici, vous voyez les nœuds en blanc qui n'ont pas d'infos, et puis les feuilles qui portent des lettres. Ils disent, ben voilà, on voudrait avoir un index sur ce nœud-là, qui correspond au min, et un index sur ce nœud-là qui correspond au max. Et donc on va prendre notre arbre comme ça, et puis on va le tirer vers le haut, on va le secouer, et donc ça va faire apparaître ces deux nœuds ici, d'accord, qu'on va pouvoir rejoindre. C'est un peu comme un collier, d'accord, qu'on est en train de tirer par les deux extrémités. Donc là, on va avoir ce nœud qui va porter REE. Là, on va avoir ce nœud qui va porter TH, et puis maintenant, il reste une couche d'arbres à décrire.
qui correspond à ces deux nœuds extrémaux, qui vont correspondre ici à ces deux nœuds en noir, qui maintenant ne porte plus juste des lettres, mais porte des arbres de hauteur 1, d'accord. Donc là, on a deux sous-arbres, IS et IS, this is, donc ça c'est le IS de this, et ça c'est le IS de is. Et lui, il porte, deux sous-arbres aussi, un à 3 éléments, un à 2 éléments, not et at. Et il ne reste plus que la racine à décrire, et pas juste un nœud terminal. Et ça, c'est exactement la structure de finger tree qu'on a vue la dernière fois. Ici, c'est les digits, et ici, ce sont les nodes. Alors, je vous rappelle les déclarations de type. Donc voilà, donc on part d'un type non régulier des arbres de 3 avec valeur aux feuilles. Donc c'est un alpha tree de 3 avec soit une feuille portant une alpha, soit un nœud portant un tree to 3 de nœuds, un nœud étant soit une paire, soit un triplet. D'accord. Et maintenant, vous gardez un index min et un index max sur cet arbre parfait en les représentant par des zippers, et vous obtenez un type des séquences qui est soit vide, soit unit of alpha, soit mort, avec une sous-séquence de nœuds, et à gauche et à droite, 1, 2 ou 3 valeurs de type alpha, donc un chiffre. C'est QFD. Bon, je ne sais pas comment ils ont pensé à tout ça, mais en tout cas, on arrive à comprendre comment on arrive à une structure pareille. Bien, écoutez, j'arrive à la fin du cours, et donc il y a un petit point d'étape, comme d'habitude. Donc on a vu comment un peu d'algèbre nous permet d'ajouter de nouveaux traits à nos structures de données. Donc il y a ce truc d'annoter des sous-arbres par des mesures à valeur dans des monoïdes, qui vous permet d'ajouter des fonctionnalités comme l'accès par rang dans des arbres binaires de recherche, l'accès par valeur min ou par valeur max dans des séquences, etc. Et puis la dérivation formelle qui permet de construire donc, des zippers et des contextes, ce qui nous permet donc, de faire de la navigation et d'avoir ces techniques, plus ou moins, d'avoir ces techniques d'index qui donc, donnent des opérations rapides à proximité d'un élément de la structure. Voilà, et une petite bibliographie pour en savoir plus loin, pour aller plus loin, pardon. Donc l'article original sur les zippers, qui se lit très bien, et je vous rappelle donc l'article original sur les finger trees, parce que c'est aussi l'article qui a introduit, ou en tout cas où moi je l'ai lu pour la première fois, cette idée d'annoter par des mesures à valeur dans un monoïde. Voilà, je vous remercie. Je vous propose d'arrêter là, et puis on va prendre des questions. Et après la pause, donc à 11h15, nous avons le séminaire d'Arthur Charguero. Voilà.